Le matin de l'enterrement, Paris avait cette couleur d'étain qui rend les trottoirs plus lisses et les regards plus bas. Une bruine légère s'accrochait au pare-brise et au manteau, comme si le ciel lui-même hésitait entre pleurer, franchement, ou se retenir par orgueil. J'avais mis un manteau noir que je ne portais qu'aux grandes occasions, une écharpe sombre qui grattait la gorge et des chaussures cirées qui me semblaient trop brillantes pour l'église de Saint-Ambroise. En sortant du métro, j'ai levé la tête vers les pierres blondes, le clocher fin, les portes massives. Les cloches n'avaient pas encore sonné. « Nous y sommes, maman », ai-je murmuré, sans m'arrêter. La parvis était déjà occupée, par des silhouettes noires et grises, des chuchotements, des accolades maladroites, les gestes gênés de ceux qui cherchent à consoler avec des paroles trop courtes. Mon frère Armand se tenait au pied des marches, le visage tiré mais le port altier, comme un maître de cérémonie qui s'est attribué le rôle principal. Son pardessus anthracite, sa cravate anthracite, sa façon de se pencher légèrement, vers chaque nouvel arrivant, tout chez lui parlait d'assurance dirigée, d'un savoir-faire mondain qu'il maniait comme une arme. « Tu es là, enfin », fit-il en me voyant approcher, d'un ton trop clair pour l'heure. « On t'attendait ? J'avais dit 11h moins le quart, répondis-je, et il est moins 20. Toujours le mot pour contester, toi, lança-t-il avec une fatigue jouée. On ne se dispute pas aujourd'hui, d'accord ? Pas ici. Il m'embrassa, la joue, sec, puis se pencha vers l'oncle Henri qui arrivait derrière moi, lui serra les mains avec chaleur, commenta la météo comme s'il s'agissait d'un invité gênant qu'il fallait mentionner pour l'écarter. J'observais son profil, ce nez net que nous tenions de papa, cette bouche qui savait sourire et siffler, et je sentis cette douleur sourde qui n'était ni colère ni peine, mais un mélange des deux, comme un verre de vin trop astringent. Et ça râpe, ça remonte, ça reste. La porte de l'église s'ouvrit sur un souffle d'encens. On nous fit signe d'entrer. Maman aimait cette église-là, pas tant pour la liturgie que pour la lumière. Regarde comme elle tombe sur les banques, on dirait de la poussière d'or, disait-elle quand nous étions petits. À l'intérieur, les bouquets entourant le cercueil diffusaient une odeur de rose et de lys, étrangère, presque mondaine, qui se mêlait à l'humidité froide des pierres. Je m'assis au premier rang, côté gauche, parce que c'était ma place instinctive, et Armand s'installa côté droit, face à moi, comme deux pôles qui s'ignorent pour mieux se jauger. La photo de maman posée sur un chevalet près du cœur la montrait à 60 ans, cheveux argent relevés, un sourire franc qui plissait les yeux, ce sourire que ni les années ni la maladie n'avaient su lui prendre complètement. Le prêtre, un homme aux mains fines, parla avec douceur. Il évoqua la force simple de ma mère, son sens de l'accueil, ses mains toujours occupées à faire du bien. Une cousine lut un texte de Camus, j'entendis l'épreuve et le cœur, sans réellement écouter. Une amie de jeunesse rappela la danse, les étés en Provence, les pêches blanches dans un panier d'osier. Chaque mot tirait un fil invisible qui allait se nouer quelque part dans ma poitrine. Je pensais à la cuisine rue Oberkampf, au torchon bleu à rayures, au pot de confiture de Mirabelle qu'elle rangeait au 3e étage du vaisselier comme un secret. Je pensais à sa voix. « Sois douce avec toi-même, Léa. » Douce avec moi-même? J'avais essayé ces derniers mois, pendant que la maladie gagnait du terrain, pendant les couloirs d'hôpital senteurs de javel et d'espoir brisé, pendant les nuits à refaire mentalement ces listes de courses. Rien que pour l'entendre, encore. Le moment des témoignages arriva trop vite, puis pas assez. Armand se leva de son côté, retira une feuille de sa poche de poitrine, la déplia avec lenteur. Je connaissais ce geste théâtral qui précédait ses meilleures interventions lors de repas de famille, ses toasts d'anniversaire, ses maîtres coups de dîner de gala où il aimait glisser un trait d'esprit appris par cœur. Cette fois, il parla plus bas. Il évoqua notre enfance, comme si elle avait été un bloc compact sans fissure. Nos samedis chez Gibert, nos vacances à Hossegor. Il parla beaucoup au pluriel et un peu à la place de tout le monde, comme souvent. Puis il dévia. Sans l'air d'y toucher, il glissa. Maman, c'était la droiture. Rien n'était laissé au hasard. Elle a tout organisé, jusqu'à la fin. Tout est clair, limpide, et j'ose le dire, équitable. Elle savait ce qu'elle faisait. Des têtes acquiescèrent mécaniquement. Je sentis son regard effleurer le mien. Était-ce là une anticipation? Une mise en scène déjà en route? Je baissai les yeux vers mes mains pour ne pas serrer les poings. Après la messe, sur le parvis, les condoléances se transformèrent en murmures d'agenda. On s'échangeait les adresses, on proposait des coups de main, on assurait de sa disponibilité. La semaine prochaine, quand tout sera retombé. Armand circulait,
recueillant les bravos pour votre mot, les quelle dignité, les poignées de main longues. À chaque fois qu'on lui soufflait « Tu vas avoir beaucoup à gérer, maintenant », il inclinait la tête, grave, puis lançait, l'air de rien. « Tout est en ordre, maman a prévu. Rien d'inattendu. C'est plus simple comme ça. » « Plus simple pour qui ?» demandai-je finalement quand je le rejoignis près de la camionnette des pompes funèbres. Il me jeta ce regard où se mélangeaient pitié et exaspération. « Léa, ce n'est pas le moment. Enfin. On en parlera chez le notaire cet après-midi. »« Tu viens, j'espère ? J'ai reçu la convocation comme toi. »« Parfait. Écoute. » Il baissa la voix. « Il vaut mieux que tu n'attendes pas monts et merveilles. Tu sais bien, maman a toujours voulu que j'assure la maison, que je protège ce qu'ils ont construit. Toi, tu as ta vie, tes élèves, tes livres. C'est très bien, mais ce n'est pas la même chose. Elle l'avait dit, tu te souviens? On reste dans l'esprit de ce qui a été décidé il y a longtemps. Je restais immobile. Je savais. De quoi il parlait? D'un vieux schéma familial où l'aîné, héritier supposé naturel, prend la suite, comme si nous vivions encore dans un roman du 19e siècle. Maman, pourtant, n'avait jamais été figée. Elle avait changé d'avis, parfois. Elle m'avait confié, un soir d'infirmière et de tisane, qu'il faudrait que tout soit juste et pas seulement facile. Mais Armand tenait parce que tenir lui donnait une colonne vertébrale plus haute. « On verra », ai-je dit simplement. Il eut un petit rire sans joie. « Oui, on verra. » Le cabinet du notaire se trouvait boulevard Beaumarchais, au premier étage. D'un immeuble au balcon de fer forgé, avec une porte cochère qui sentait l'encaustique et les années soignées. Nous avons gravi l'escalier en colimaçon. Armand devant, moi derrière, comme deux notes séparées d'une même gamme. La plaque de la porte, dorée, indiquait « Maître S. Perrin, notaire ». À l'intérieur, une secrétaire nous invita à patienter dans une salle aux murs tapissés de rayonnage. Une horloge silencieuse marquait 11h30. Un soleil, pâle, tentait une percée entre deux gros nuages, et la lumière s'accrochait aux reliures de cuir brun. Armand s'approcha de la fenêtre, se retourna vers moi avec cet air d'aîné raisonnable qu'il pratiquait depuis que j'étais née. « Tu comprends, Léa ?» souffla-t-il bas pour que la secrétaire n'entende pas. « Il y a des choses lourdes, des charges, des impôts fonciers, des travaux. Je ne dis pas que tu n'auras rien, mais ce sera symbolique, tu vois. Ce qui compte, c'est la maison, c'est l'appartement de la rue Saint-Maur, c'est la petite maison d'Arcachon. Ce sont des biens qui doivent rester dans la lignée. Il m'appartient de... De quoi? De jouer au patriarche de poche? Je t'en prie. » Toujours la même ironie. Maman t'adorait, mais elle savait que tu n'avais pas le goût de gérer. Ces choses. Je sentis mes joues chauffer. Le goût de gérer. Était-ce cela, au fond? Une affaire de goût? Pendant 2 ans, j'avais géré les rendez-vous médicaux, les ordonnances, les tensions d'angoisse, les heures de nuit à masser, les mains de maman quand ses doigts se crispaient, les appels à 3 heures du matin, les compromis avec le temps. J'avais géré l'intime, l'invisible. Armand avait géré les cagnottes en ligne, les emails aux cousins, les calendriers Doodle. Chacun sa gestion, peut-être, mais l'une avait été bruyante, l'autre silencieuse. L'une donnait des titres, l'autre laissait des traces. Maître. Perrin nous reçut à midi pile. Un homme d'une 50aine d'années, costume bleu nuit, lunettes fines, une politesse maîtrisée qui sentait l'habitude des drames habillés. Il nous conduisit dans son bureau, grande table ovale, 3 chaises, une lampe verte d'époque, un plateau d'argent avec une carafe d'eau et 2 verres. L'odeur du papier et du cuir se mêlait à un parfum discret de thé. « Je vous Harry. Présente mes condoléances, commença-t-il d'une voix basse. Votre mère était une femme organisée. » Il eut un demi-sourire. Elle m'a fait venir à l'hôpital 2 semaines avant son décès. Nous avons révisé ensemble ses dispositions. Elle tenait à ce que tout soit clair. Je regardais Armand de biais. Son visage, qui jusque-là affichait une confiance froide, eut un minuscule flottement. « Nous allons procéder à la lecture, » poursuivit le notaire. « Souhaitez-vous que je fasse venir d'autres membres de la famille? J'ai reçu des demandes de copies de la part de votre tante? » Evelyn. « Ce n'est pas nécessaire, coupa Armand, un peu trop vite. Nous leur transmettrons. » Maître Perrin hocha la tête, posa sur la table un dossier cartonné ficelé et, avec un geste mesuré, rompit la ficelle. Mon cœur choisit ce moment pour se mettre à battre dans mes tempes, comme si l'intérieur de mon crâne devenait caisse de résonance. La pluie, dehors, reprenait très finement.
On l'entendait à peine, mais le gris se densifiait derrière la vitre. « Avant de commencer, dit alors Armand, je voudrais préciser que que j'ai déjà discuté avec maman d'un certain nombre de points. Elle voulait que je porte la charge principale. Elle savait que c'était la solution la plus raisonnable. Elle m'a dit « Je crains qu'il ne faille nous en tenir au texte, monsieur », coupa poliment maître Perrin. « Ce sont les seules paroles que la loi me charge de faire valoir ici. » Armand se renfrogna, toussa légèrement, croisa les bras. Je posai mes mains à plat sur la table pour ne pas les laisser trembler. Le notaire ajusta ses lunettes, déplia la première feuille. Je sentis dans le moindre froissement du papier un cérémonial ancien, à la fois rassurant et implacable. Nous étions suspendus à des lignes d'encre. Moi, Claire Martin, née le 6 février 1959 à Bordeaux, déclare ce qui suit. Sa voix était claire, neutre. Il prononça des formules, des legs particuliers, quelques bijoux pour Evelyne, sa sœur, sa bibliothèque de poésie pour la médiathèque du quartier, des dons à 2 associations où maman était bénévole. Puis il releva les yeux, comme on marque une reprise dans un morceau de musique. Les dispositions principales, maintenant. Armand se redressa, fit craquer une phalange, un tic qu'il avait quand il était enfant, et qui revenait au moment d'impatience. Je fixai la rainure de la table, la petite rayure près de mon coude, tout ce qui pouvait fixer mon regard sur quelque chose de solide. Dans ma tête, j'entendais encore Armand. « Tu n'auras rien, ou presque. » Symbolique. Un rire intérieur de survie venait contredire la peur. Et la voix de maman, ténue, revenait, comme un fil. Juste, pas seulement facile. Je lègue l'usufruit de l'appartement de la rue Saint-Maur à mon fils, Armand Martin, pendant une durée de 2 ans, renouvelable une fois par décision conjointe de mes héritiers. Armand inclina la tête, déjà prêt à approuver. Puis un battement. Et la nue propriété à ma fille, Léa Martin. Le silence qui suivit eut la densité d'un rideau. Je sentis mon propre nom vibrer dans l'air, simple, clair, posé où je ne l'attendais pas si tôt. Armand tourna vers moi un regard vide, comme si les lettres n'avaient pas trouvé le chemin jusqu'à son cerveau. Maître Perrin continua, imperturbable, mais quelque chose venait de basculer. Mon prénom avait été prononcé en premier dans la hiérarchie des transmissions lourdes, celui qui donne la gravité à tout le reste. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas bougé. Seulement, j'ai senti la chaise comme un socle, et l'air reprendre sa densité normale dans mes poumons. Armand eut un rire sec, une note brisée. « Pardon ?» fit-il. « Vous pouvez relire ce passage, maître ?» « Bien sûr. » Il relut exactement, sans varier d'un souffle. « L'usufruit à monsieur, la nue propriété à mademoiselle. » 2 ans renouvelables une fois, décision conjointe, Armand se mit à parler trop vite. « Mais c'est un non-sens. Maman savait que j'habite là, que j'y ai mes affaires, mes habitudes. Et puis la maison d'Arcachon. Et puis, maître Perrin leva la main, calme. Le testament poursuit. Nous allons y arriver. Je crois que, de toute ma vie, je n'avais jamais entendu mon prénom me ramener à ce point au centre de ma propre histoire. Il avait été prononcé sans emphase, sans dramatisation, comme une évidence de papier. Et dans cette évidence, il y avait la part secrète de la voix de maman, celle qui avait passé des mois à réfléchir, à dire doucement « Je veux que ce soit juste ». Le notaire reprit la lecture. Armand se taisait, mais je le sentais vibrer comme un câble trop tendu. Je n'éprouvais pas de revanche, étrangement. Plutôt une reconnaissance granitique. On ne m'effaçait pas. On ne me cantonnait pas au symbolique. On m'avait vu. Je lègue la petite maison d'Arcachon à mes 2 enfants, à parts égales, sous réserve qu'ils décident ensemble de son usage. Vente, location ou alternance. Enfin, soupira Armand, retrouvant prise. S'agissant du portefeuille de titres, la suite déploya ses lignes, ses chiffres, ses conditions. C'était technique, précis, pensé pour éviter les pièges. À plusieurs reprises, Armand voulut interrompre, demander, contester, mais maître Perrin d'une voix douce répétait « Je terminerai si vous le voulez bien. Nous aurons ensuite tout le temps de revenir sur chaque point. » Je restais silencieuse, notant mentalement les mots-clés. Décision conjointe, tutelle, charge partagée, don manuel antérieur à requalifier. À la fin, le notaire reposa la feuille, joignit les mains. Voilà. C'est la volonté de votre mère. Elle a relu avec moi chaque passage. Elle a même exigé que je souligne ce point-ci, que vous preniez le temps de vous parler avant toute décision, que rien ne soit fait sous le coup de la précipitation.
Armand éclata d'un petit rire sans joie. Se parler? Très bien. Parlons-nous. Il tourna vers moi un visage où la colère luttait avec la stupeur. Tu es satisfaite? Je pris le verre d'eau, bus une gorgée. L'eau avait un goût de cuivre, ou peut-être était-ce ma bouche. Je suis entendu, dis-je. Ce n'est pas la même chose. Il frappa du bout des doigts sur le bois. On verra ce que ça donne dans les faits. L'usufruit, la nue propriété. Il fit un geste. Des mots. Ce qui compte, c'est qui décide. Et je te garantis que je ne laisserai pas n'importe quoi arriver à l'appartement. Moi non plus, répondis-je calmement. Le notaire, imperturbable, prit un stylo. Je vais vous remettre des copies. Nous fixerons un rendez-vous pour l'inventaire des biens mobiliers, rue Saint-Maur. Je vous propose mardi prochain. Il consulta son agenda. Et avant cela, si vous avez des questions juridiques, je suis à votre disposition. Armand se leva trop vite, la chaise grinça. J'ai des obligations, dit-il. Nous continuerons une autre fois. Il sortit en premier, laissant derrière lui un parfum de cèdre et d'agacement. Je restai assise quelques secondes de plus, à regarder les coins de la pièce, l'ombre portée de la lampe sur le cuir du bureau, la poussière fine qui dansait dans la lumière redevenue plus franche. « Votre mère a été très précise, dit doucement Maître Perrin. Elle m'a demandé de vous dire, à vous, une chose. » Il chercha une feuille séparée, la trouva, me la tendit. « Dis à Léa qu'elle n'a pas à s'excuser d'exister au centre. » Je pris la feuille. C'était d'elle, sans doute dictée, mais d'elle. Au centre. Le mot me fit battre le cœur plus fort qu'aucun chiffre. En sortant du cabinet, la pluie avait cessé. Le boulevard luisait, les arbres gouttaient, des vélos passaient en silence. Mon téléphone vibra, un message d'Armand. « On se voit ce soir chez maman. Il faut trier les vêtements. 19h. » Je répondis « D'accord. » Rien de plus. Puis je marchai longtemps, sans but précis, jusqu'à la place des Vosges, où des enfants sautèrent dans les flaques aux grandes dames de leur nounou. Je pensais à l'appartement, à cette cuisine où nous avions tant parlé, à l'odeur du café à 6h du matin quand j'y arrivais pour la relève. Je pensais à Arcachon, au carrelage turquoise de la salle de bain, aux serviettes qui ne séchaient jamais tout à fait. Je pensais au mot « décision conjointe », comme à une corde à tendre sans la casser. Le soir, rue Saint-Maur, l'appartement avait encore ce bourdonnement de maison habitée qui s'obstine quand la personne n'est plus là pour le justifier. On aurait dit que les meubles retenaient leur souffle. Armand était déjà là, manches retroussées, des cartons ouverts dans le salon. Il avait mis de la musique, du piano, quelque chose de trop neutre pour être du Chopin, un playlist enterrement trouvé à la va-vite. Sur la table, il avait aligné des piles, à donner, à garder, à jeter. Sa rigueur me serra le cœur parce qu'elle tentait de maîtriser l'immaîtrisable. « On commence par les vêtements ?» fit-il sans me regarder. « Comme tu veux. » Nous avons ouvert l'armoire. Les robes de maman classées par couleur, par saison, par occasion. Le manteau en alpaga, la veste bleue qu'elle mettait pour « faire sérieuse », le cardigan rouge qui lui allait si bien quand elle avait des joues. Je portais une écharpe à mon visage. Son parfum, encore là, encore vrai, me monta aux yeux. Armand continuait, méthodique, posant, pliant, déposant, sans s'attarder. À un moment, il sortit une boîte plate ornée d'un ruban. Qu'est-ce que c'est? Ses lettres, peut-être. Il l'ouvrit. Des cartes postales, des cartes de vœux, des billets de trains anciens, des menus de restaurants où elle avait noté des appréciations au crayon. Trop salé, ça belle crème, chou trop cuit. Et une enveloppe blanche, sans timbre, avec mon prénom, écrit de sa main, et en dessous, lire après. Armand la vit, s'arrêta net, me regarda, une incertitude réelle traversant son visage. « C'est pour toi ?» Je pris l'enveloppe. Mes doigts tremblaient à peine. Armand détourna le regard comme si la scène le piquait. J'ouvris. Une feuille pliée en deux. Quelques phrases, pas plus. « Léa, si tu lis cette lettre, c'est que le temps a fait son travail. Je ne peux pas te demander de porter ce qui n'est pas à toi, mais je peux te rappeler ceci. Ne t'excuse jamais d'être celle qui reste pour ranger la chambre quand tout le monde est sorti. Il faut des mains différentes pour tenir une maison. Je t'ai confié ce qui demande de la patience. Ce n'est pas moins. Maman. » Je repliai le papier, le remis dans l'enveloppe. Armand faisait semblant de s'occuper d'une pile de torchons, mais je voyais ses épaules raides. « Tu veux lire ?» demandai-je. « Non ?» Un silence. Enfin, plus tard. Une heure passa dans un froissement de tissu, de papier journal, de souvenirs triés trop vite.
À un moment, Armand posa ses mains sur la commode, le dos tourné. Je suis... Il chercha. Je suis tombée de haut, tout à l'heure. Je ne m'y attendais pas. Moi non plus, ai-je dit. Pas comme ça, mais... Je cherchais à mon tour. Maman a décidé. Elle a mis des mots. Oui, souffla-t-il, les fameux mots. Il eut un rictus. Je saurais vivre avec. Les mots. Ce ne sont pas que des mots. Ce sont des façons de tenir debout. Il ne répondit pas. Dehors, quelqu'un fermait un volet en fer, un bruit sec comme un point final. La nuit nous entourait doucement. Nous n'étions pas d'accord, pas apaisés, pas réconciliés. Mais la phrase du notaire continuait de battre comme un petit tambour. Je prononce maintenant. Mon nom avait été dit. Une fois dans l'église, beaucoup trop de fois dans ma tête. Une fois chez le notaire, exactement à l'endroit où maman l'avait placé. Je rangeai l'enveloppe dans la poche intérieure de mon manteau, au niveau du cœur. J'éteignis la lampe du salon. Armand prit la boîte des lettres. Je portais la pile à donner. Et nous avons traversé le couloir côte à côte. 2 silhouettes longues dans un miroir qui nous renvoyait, pour une fois, de la même hauteur. La suite serait faite de réunions, d'inventaires, de signatures, d'obstination, de réconciliation peut-être. Mais il y avait déjà ceci, la place. Et la pluie, dehors, avait fini par cesser. La nuit qui suivit, je ne trouvais pas le sommeil. J'étais allongée sur mon lit, les mains jointes derrière la nuque, les yeux ouverts vers le plafond où dansaient les reflets orangés des réverbères. Chaque craquement du plancher, chaque grincement de tuyauterie me ramenait à l'appartement, de maman, à l'odeur de son linge, au silence chargé de ce qui restait à dire. Les mots du notaire défilèrent dans ma tête comme une phrase qu'on relit pour en être sûr, sans jamais la trouver différente. Je prononce le nom de Léa Martin en premier. Vers 3 heures du matin, je me suis levée pour boire un verre d'eau. La cuisine était froide, presque hostile. J'ai allumé la petite lampe au-dessus de l'évier. Sur le plan de travail, il y avait encore le sac dans lequel j'avais rangé l'enveloppe de maman. Je l'ai sorti, l'ai posé devant moi, l'ai ouvert de nouveau. J'ai relu la lettre lentement, en m'arrêtant sur chaque mot, comme si je pouvais entendre la respiration qui les avait portés. Ne t'excuse jamais d'être celle qui reste pour ranger la chambre quand tout le monde est sorti. Je n'avais jamais pensé à ma place dans la famille en ces termes. J'avais toujours cru que rester, ranger, réparer, c'était moins glorieux, moins reconnu que construire, décider, posséder. Mais à cet instant, la phrase avait la densité d'une pierre qu'on tient dans la main. Elle pèse, elle existe, elle ne se négocie pas. Le lendemain matin, un message d'Armand m'attendait déjà. Nous devons parler du calendrier pour Arcachon. Appelle-moi avant midi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris une douche, me suis habillée sans précipitation et descendu acheter un café brûlant et une baguette. Paris avait ce visage de matin pressé. Voiture haut, ralenti, scooter nerveux, passant qui s'évite. J'avais l'impression de marcher dans un couloir étroit, bordé d'obligations et d'anciennes rancunes. Quand je l'ai finalement appelé, il a décroché aussitôt. « Léa, il faut qu'on se voie. Pas ce soir, j'ai un dîner, mais demain matin au café du Square. » « D'accord. Et pour Arcachon, je te préviens, je ne veux pas qu'on la mette en location. C'est hors de question. » « On en discutera, Armand. »« Oui, mais je préfère que tu saches déjà ma position. Sa position. » Il avait toujours ce besoin d'annoncer les règles avant même que le jeu ne commence. Je me suis demandé s'il se rendait compte à quel point cela me replongeait dans nos années d'enfance, quand il décidait de ce qu'on allait faire de notre après-midi, des jeux autorisés et des limites à ne pas franchir. Le lendemain, le café du Square était presque vide. Quelques retraités lisèrent le journal, une jeune femme tapait frénétiquement sur son ordinateur. Une odeur de croissant tiède flottait. Armand était déjà là, assis près de la fenêtre, une tasse vide devant lui. J'ai réfléchi, commença-t-il sans même me saluer. Pour Arcachon, on peut établir un calendrier de présence, mais je veux juillet et août. C'est la haute saison, et... Donc, moi, j'aurai septembre et octobre. Tu pourrais y aller au printemps, c'est magnifique aussi. Je l'ai regardé. Il ne se rendait même pas compte de ce qu'il faisait. Reproduire, sans nuance, la hiérarchie implicite qu'il croyait naturelle. Armand, si c'est une décision conjointe, ça veut dire qu'on discute, qu'on équilibre. Ça ne veut pas dire que tu annonces et que j'accepte. Il soupira, se passa la main dans les cheveux. Léa, je veux juste éviter les conflits. Alors ne commence pas en décidant pour deux.
Il eut un sourire pincé, celui qu'il sortait. Aux réunions de travail, quand un collaborateur osait le contredire. « Tu as changé. »« Non, j'ai juste arrêté de m'excuser. » Ses yeux se rétrécirent légèrement, puis il détourna le regard vers le square, où 2 enfants couraient. Après un ballon. « Très bien, dit-il enfin. On en reparlera. » Mais je savais que la conversation n'était pas close. Chez nous, rien ne l'était jamais vraiment. Cette semaine-là, j'ai reçu un appel du notaire. Il voulait fixer la date de l'inventaire des biens mobiliers. Sa voix, toujours égale, me rassurait d'une certaine façon. Il me dit que nous devrions être présents tous les deux, que la loi l'exigeait. J'ai accepté. Le jour venu, nous avons retrouvé Maître Perrin à l'appartement. L'air y était plus lourd, comme si chaque meuble retenait encore la silhouette de maman. Nous avons commencé par le salon. La bibliothèque, les albums photos, la vieille horloge qui ne sonnait plus. Armand prenait beaucoup de notes, posait des questions sur la valeur, sur les modalités de partage. Moi, je passais mes doigts sur les dos des livres, lisant les titres comme on lit une carte du passé. Dans un tiroir, nous avons trouvé un carnet à la couverture en cuir. Armand l'a ouvert, feuilleté, puis me l'a tendu, presque malgré lui. « C'est ton écriture, non ?» J'ai reconnu mes lettres. C'était un journal que j'avais tenu à 18 ans, l'été de mon bac, quand maman nous avait emmenés à Arcachon pour fêter la fin de l'enfance. Je l'avais laissé là, oublié, et elle l'avait gardé. Je l'ai feuilleté à mon tour, les phrases maladroites, les colères contre Armand, les espoirs mal formulés. J'ai refermé doucement. « Tu devrais le reprendre, dit-il. C'est à toi. » J'ai hoché la tête. Il y avait dans sa voix une nuance que je n'avais pas entendue depuis longtemps. L'inventaire dura 2 jours. Nous avons ri parfois, malgré nous, en retrouvant des objets absurdes, comme ce presse-citron en forme de tour Eiffel que maman avait acheté sur un marché. Nous avons aussi eu des éclats, sur ce qui devait revenir à qui. Mais petit à petit, le ton changeait. Moins de certitude, plus de négociations. Le dernier après-midi, alors que Maître Perrin notait la description d'un tableau, Armand me dit, presque à voix basse, « Tu sais, j'ai repensé à ce que maman a dit au notaire. Que tu n'aies pas à t'excuser d'être au centre. » Je le regardais. « Oui? Je crois que je comprends mieux maintenant. » Il ne développa pas, et je ne posais pas de questions. Ce n'était pas un aveu complet, mais c'était une fissure. Dans la façade. Quand tout fut terminé, nous avons quitté l'appartement ensemble. La clé tourna dans la serrure avec un bruit sec. Sur le palier, il me dit « On va trouver un équilibre, Léa. Pour Arcachon, pour tout. » Je répondis seulement « Oui. » Et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment.